Bonsoir et bienvenue sur TVFil 78 si vous venez de nous rejoindre. Nouvelle édition du journal de la rédaction, journal d'information locale dans l'actualité. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 4 et 6% des personnes âgées ont été victimes sous une forme ou une autre de maltraitance à domicile. Alors que vient de se dérouler la journée mondiale de mobilisation, nous ferons le point en plateau avec l'association gérontologique des Yvelines. Le Vélodrome national à Saint-Quentin en Yvelines prépare sa nouvelle saison. Les rendez-vous à venir avec notamment sur ce plateau Jean-Claude Lelier, président de Vélopolis, société en charge de l'exploitation du site. Et puis nous irons à Saint-Cyr-l'École où le temps de la fête de la ville, les gladiateurs étaient dans la rue. Succès au rendez-vous avec plus de 3000 visiteurs. C'est une nouvelle enquête publique qui démarre à Montigny-le-Bretonneux pour la réalisation d'un nouveau cimetière. Celui situé dans le quartier du village atteignait ses limites. La mairie envisage donc un nouveau chantier vers les 4 pavés du Roi le long de l'avenue du Parc rue Jacques-Brugnon. Le chantier devrait se dérouler en 2 temps. L'aménagement d'une première partie de terrain de 7900 m², puis l'extension vers une seconde partie d'environ 1,7 hectare. Un commissaire enquêteur se tient à disposition du public pour recevoir les observations en mairie mardi 16, mercredi 24 juin ainsi que le 22 juillet, 17h à 20h. Les détails, les renseignements sont à retrouver sur le site internet de la ville. Selon l'association d'écoute aux victimes, les personnes les plus fragiles sont en majorité des femmes, à 75%. Elles sont plutôt âgées, en moyenne 79 ans, vulnérables, incapables de se défendre. Pour parler de ce que peuvent vivre ces personnes, 2 invités pour débuter ce journal. 2 invités de l'association AGY, Association gérontologique des Yvelines. Anne-Lise Lemaître, trésorière de l'association, bonsoir. Et Laurence Dumas, psychologue coordinatrice, bonsoir. Bienvenue à toutes les deux. En semaine, du lundi au vendredi, 9h30, 12h30, vous avez mis en place un service d'écoute, de conseil, d'accompagnement afin de prévenir et de lutter contre ces situations de maltraitance. Comment on peut déjà, dans un premier temps, définir la maltraitance? Ce n'est pas uniquement physique. Ça peut aussi être des violences morales, financières, psychologiques. Psychologique, médicale, la privation de citoyenneté. La maltraitance, c'est ce qu'on fait, mais c'est également ce qu'on ne fait pas. Donc il y a les actes, mais aussi les omissions. Je parlais de ce service qui a été lancé, ces appels téléphoniques. Quel bilan on peut en faire dans les Yvelines, justement? Le bilan, alors depuis 2000, l'association a passé un contrat avec le Conseil général pour cette mission de lutte contre la maltraitance. Donc de plus en plus de dossiers, de plus en plus de personnes, y compris les victimes elles-mêmes, qui appellent, avec bien sûr des proches et des professionnels également qui signalent de plus en plus les maltraitances. Combien d'appels en moyenne? En moyenne, 250 appels annuels. C'est en augmentation? Ça stagne. Il y a eu un pic en 2008. 2008, c'est la création du numéro national, parce qu'il y a dans chaque département, peut-être pas comme dans les Yvelines, mais enfin des actions similaires. En tout cas, il y a également un numéro national qui renvoie... Le 3977. Le 3977, la fédération, qui renvoie dans chaque département des situations préoccupantes. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, tous les cas sont signalés, justement? Ou est-ce qu'il y a encore des difficultés? Non. Non. Alors, c'est un sujet difficile. Les personnes ont du mal à en parler, même si elles en parlent de plus en plus. Et les professionnels et les particuliers ont encore du mal à en parler. Et quels sont les types de maltraitance que vous recevez dans le département des Yvelines? C'est comme au niveau national? Comme au niveau national, des maltraitances physiques, psychologiques, financières. C'est généralement les 3 plus statistiquement représentés. Également des maltraitances médicales. Ce qu'on appelle la privation de citoyenneté ou la violation des droits élémentaires, et puis tout ce chapitre des omissions, c'est-à-dire les négligences aux personnes vulnérables. Et je vais juste faire une parenthèse, parce que pendant que nous parlons, il y a quelques images qui sont diffusées. C'est une publicité québécoise pour sensibiliser justement sur ces questions de maltraitance envers les personnes âgées, les personnes les plus vulnérables. Est-ce qu'en France, il y a ce numéro national, le 3977, mais... c'est plus difficile de trouver des publicités, des campagnes véritablement de communication autour de ces problèmes-là. Ça reste un tabou encore aujourd'hui? Alors je ne sais pas si c'est un tabou ou des financements, mais les pouvoirs publics font notamment... Vous avez le sentiment d'être appuyé, d'être aidé et qu'on en parle? Oui, mais c'est sûr que j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus. Mais en tout cas, non, c'est quelque chose qui
on communique autour de ça. C'est le travail de l'association aussi, justement. C'est aussi le travail de l'association, oui, tout à fait. L'association gérontologique, elle a deux missions. D'une part, un axe fondateur qui était des réunions de professionnels qui se rencontraient et échangeaient autour de leurs pratiques. Et d'autre part, cette action de MAV 78, donc, qui est financée par le conseil départemental depuis le démarrage et qui est soutenue fortement par le conseil départemental, effectivement. L'association bien implantée aujourd'hui, oui, qui se développe. Oui, l'association se développe, elle fait de plus en plus de choses, des réunions publiques avec les coordinations gérontologiques, elle travaille pour effectivement faire des formations, notamment dans les institutions ou dans les CCAS, les coordinations gérontologiques, pour que les professionnels du domicile aussi aient connaissance de tout ce qui peut relever de la maltraitance, puisque en institution, bien souvent, effectivement, il y a un cadre, il y a une obligation, donc c'est plus facile, entre guillemets, à repérer, alors que je pense qu'à domicile, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et justement, qui prévient, qui appelle? Les voisins aussi font attention Les proches, les voisins, les amis, les professionnels dont Madame parlait, les professionnels du domicile, qui peuvent s'inquiéter de certaines choses, sans oser en parler, et les professionnels, les services d'aide à domicile qui sont aussi nos partenaires, avec les auxiliaires de vie qui peuvent appeler également. Donc il faut une vigilance particulière, une attention particulière. Ça ne veut pas dire qu'il y a des cas partout, mais en tout cas, il faut une vigilance, une attention à certains signes, détails quelquefois. Voilà, une vigilance et puis aussi un désir d'en parler. Parce que le lit de la maltraitance, c'est le silence, donc inviter tous les professionnels, les personnes, à parler, parce qu'on ne reste pas seul avec une situation de maltraitance, professionnelle ou particulière. Il faut signaler et puis ensuite il faut intervenir. On va en parler dans un instant après notre question du jour. Le micro-trottoir aujourd'hui porte sur cette question. Est-ce un sujet tabou, la maltraitance aux personnes âgées? Tout être humain qui est maltraité, c'est grave. C'est mon avis personnel, quoi. C'est quand même un fait important, il faudrait plus en parler, avoir plus de considération pour eux. Ça reste des personnes qui sont un peu faibles. C'est un peu comme les cycles de vie redeviennent enfants. Non, c'est pas un sujet tabou. On peut en parler, il faut en parler. Ma mère est en maison de retraite et je trouve qu'elle est bien soignée et bien encadrée. C'était un problème de société. C'est vrai qu'il faut s'atteler à trouver des solutions. Nous, on est concernés en plus parce qu'on a des parents âgés autour de nous. On a eu des amis qui ont retrouvé par hasard en allant voir une personne de leur famille ficelée sur une chaise. Souillé, je trouve ça immonde. Qu'il y ait plus de contrôle au niveau des maisons de retraite. Je pense que je suis pas certaine que ça soit fait. Violence dans les maisons de retraite, violence à domicile aussi, on en parlait juste avant. Il y a un numéro de téléphone national, le 39 77, et puis un numéro également dans les Yvelines. Il va s'afficher une nouvelle fois. Quand les gens appellent, justement, quels sont les premiers conseils, les premiers mots que vous utilisez, que vous avez pour eux? On écoute à nouveau ce qu'ils ont à dire, parce qu'il arrive que le dossier transite par le 39 77, et puis on essaye de leur faire mettre des mots, de particulariser la situation, pour aboutir à pouvoir qualifier la maltraitance. Il y a souvent une plainte de maltraitance et également des maltraitances associées. Et comment vous pouvez intervenir ensuite pour que cessent ces maltraitances et venir en aide véritablement, au-delà de l'écoute? Alors, en partenariat avec tout le réseau, c'est les coordinations gérontologiques, avec des travailleurs sociaux qui sont mandatés également par le Conseil général pour intervenir dans ces conseil départemental pour intervenir dans ces situations de maltraitance, les travailleurs sociaux des centres communaux d'action sociale, du territoire d'action sociale, c'est des professionnels du domicile, des professionnels de terrain qui vont aller rencontrer les personnes. Donc à partir de ce moment-là, se met en marche une prise en charge personnalisée. Et ça réussit, c'est difficile à sortir ces personnes de cette spirale de la maltraitance? C'est plus ou moins difficile, mais encore une fois, comme on ne travaille pas seul, les interlocuteurs, ça peut être également le médecin traitant, le kiné. Donc c'est des personnes de confiance qui vont intervenir auprès de la personne vulnérable pour la soutenir dans sa démarche. Et la première des choses, c'est d'en parler, pas de silence. Voilà. Avant tout. Voilà, c'est le message qu'il faudrait passer ce soir s'il faut retenir quelque chose. Par rapport au travail de l'association, si on peut rentrer un peu plus dans le détail, qui compose l'association? Quelles sont les personnes qui interviennent? Alors l'association a été créée il y a plus de 28 ans maintenant, notamment par des médecins qui travaillaient en gériatrie et qui s'intéressaient beaucoup à la gérontologie. Elle s'est ouverte depuis à tout professionnel autour de la gérontologie. Donc tout le monde
accueillis avec grand plaisir et peuvent s'y intéresser. Il y a notamment des groupes de travail pour les professionnels. Il y a un groupe de travail plus spécifique pour les médecins coordinateurs des institutions, notamment médico-sociales. Il y a un groupe de travail pour les soignants et les travailleurs sociaux, qui s'appelle le groupe équipage. Et il y a un groupe de travail plus spécifique pour les médecins et neuropsychiatres qui s'occupent des consultations mémoire. Voilà, de manière à pouvoir échanger sur leurs pratiques, à pouvoir aussi réfléchir sur les nouvelles thérapeutiques, de pouvoir travailler ensemble et faire du lien aussi sur le territoire. C'est vraiment un espace d'échange important. L'association organise des réunions publiques aussi pour pouvoir promouvoir la bientraitance aussi, puisque voilà, on parle de maltraitance, mais il y a aussi la promotion de la bientraitance. Donc régulièrement, il y a des animations qui sont faites sur le territoire. La semaine dernière, il y avait une animation sur Rambouillet, avec le territoire de Rambouillet, avec une pièce de théâtre interactive. Voilà, il y a tout un tas d'actions comme ça qui sont mises en place. Et les subventions, le mode de financement, il y a cette convention avec le conseil départemental. Voilà, le conseil départemental qui finance donc le dispositif MAV. Et puis l'association, elle, a ses propres financements avec ses adhérents. Voilà. Quel développement, pour conclure, vous souhaitez sur les... Continuer à développer le dispositif MAV parce que ça nous paraît important et c'est effectivement un gros chantier qui a encore à continuer. Et puis avoir de plus en plus d'adhérents. Merci à toutes les deux d'être passées sur ce plateau. On rappelle le numéro national pour les maltraitances aux personnes âgées, 3977, et puis un numéro local aussi avec l'association gérontologique des Yvelines, numéro qui s'est affiché une nouvelle fois. Merci encore. Merci. Quelques mots de politique à présent. La démission de Daniel Guerson, le chef de file d'hiver gauche de l'opposition au conseil municipal de Saint-Cyr-l'École, élu pour la première fois en 2008. Il évoque des tensions avec le maire Bernard Debain qui empêcherait son groupe de mener à bien son rôle. Et il ajoute que l'opposition elle-même aurait tendance à se braquer. Sa démission a été annoncée hier soir lundi. Le maire de Saint-Cyr-l'École qui justement sera l'invité du nouveau café politique de TV Fil ce mardi soir à 21h45. Bernard Debain, élu Les Républicains, reviendra sur son engagement en politique, sur ses priorités également, de ce qui devrait être, il l'assure, son dernier mandat. Il sera aussi question des relations difficiles de Saint-Cyr-l'École avec son agglomération de Versailles-Grand Parc. Émission à retrouver aussi sur notre site internet. Nous restons à Saint-Cyr-l'École. Samedi dernier, la commune est devenue un véritable village gaulois. Après le cirque, le Far West cette année, ce sont les Romains qui ont assiégé la ville avec la participation d'associations du sud de la France. Ce sont plus de 3000 personnes qui sont venues participer à l'événement. William L. Salutationem ad ferro. Dans les Yvelines, un petit village gaulois résiste à l'envahisseur. Samedi dernier, la ville de Saint-Cyr-l'École était métamorphosée à l'occasion de la fête de la ville. Romains, Gaulois et gladiateurs se croisaient dans les allées. Aujourd'hui, pas besoin de potions magiques, même pour le premier d'entre eux. Chaque année, nous faisons la fête et que cette année, nous avons choisi l'histoire romaine, l'histoire gauloise, un petit clin d'œil à Astérix et Obélix, et aussi peut-être donner à des enfants l'envie de découvrir et le latin et l'histoire romaine. De nombreuses animations étaient prévues, mais aussi des spectacles. Entre Astérix et Jules César, on choisit son camp. C'est amusant de trouver les Gallois à Saint-Cyr. Moi-même, je viens de loin, je suis allemande, mais je vis à Saint-Cyr. Donc un peu d'histoire transportée ici, c'est bien, et surtout pour les enfants. Alors, c'était comment de porter un casque de gladiateur ? Je trouvais que c'était un peu lourd. C'était un peu bizarre les trous. Ça fait bizarre parce que on n'est pas dans le village habituel, on n'est pas dans le même monde. Une civilisation à découvrir, ses coutumes et ses traditions, comme les combats de gladiateurs ou encore les courses de chars. Pour l'occasion, 2 associations arlésiennes spécialisées ont battu le pavé jusqu'ici. Et avant les représentations, on passe par les explications, car pour eux, le plus important, c'est d'être fidèle à la réalité. Le combat de gladiateurs, c'est pas du tout ce qui est imaginé par le cinéma, la télévision, les péplums. On est dans quelque chose de très très différent. Quand on l'étudie d'un point de vue historique, on s'aperçoit que c'est pas du tout le phénomène qu'on imagine. Il n'y a pas de condamnés à mort, il n'y a pas de prisonniers de guerre. Et la course est lancée, c'est parti, il faut y aller. Je vais vous expliquer quelque chose que je ne dis à personne. La course de char est très dangereuse. Donc on fait des entraînements et les courses de char qu'on fait,
ressemble beaucoup à une véritable cour de char, mais on ne peut pas faire une véritable cour de char parce que je pense qu'il y aurait un accident à chaque course. Une après-midi de dépaysement total où l'on apprend en s'amusant. Sur la journée, plus de 3000 visiteurs se sont rendus à la fête, avec pour finir dîner gaulois et feux d'artifice. Il ne manquait plus qu'Obélix et son sanglier. 150 classes du département des Yvelines ont participé pendant une année scolaire au défi techno. Une 3e édition pour faire aimer les sciences aux enfants de maternelle, de primaire. Une exposition des réalisations est proposée jusqu'à ce samedi à la Maison de l'Environnement. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Planeurs, montgolfières, avions solaires, on l'aura bien compris, la thématique cette année de la 3e édition du défi techno, ce sont les objets volants. 150 classes du département ont participé et parmi les écoles, la maternelle André Chénier de Montigny-le-Bretonneux. Les enfants de grande section ont réalisé un avion en polystyrène. Toute la réalisation. Voilà la fiche technique, l'objet final et toute la démarche pour réaliser l'objet. J'ai donné le matériel et eux-mêmes ont conçu le prototype, ont dessiné le prototype et réalisé l'objet réellement. Apprendre par la démarche expérimentale, oui. En école maternelle, on travaille beaucoup sur l'observation, sur cette démarche où on teste les objets, on teste ce qu'on voit. Faire travailler les enfants à partir d'une question, comment ça vole, et leur donner le goût des sciences. L'objectif premier de ce défi techno qui a rassemblé des élèves de maternelle jusqu'à la dernière année de primaire. Ça fait appel à de nombreuses compétences, des compétences en sciences, effectivement, parce que là, il faut maîtriser un petit peu des connaissances sur l'air, et puis des compétences technologiques, le travail des matériaux. On essaye de le faire avec des matériaux de récupération. C'est un moyen d'entrer dans l'enseignement des sciences. Les classes adorent ça. En tout cas, celles qui y participent reviennent. Ils en invitent d'autres à partager ce moment de travail au cours de l'année. Donc oui, on refera, sans souci. Une 4e édition est donc déjà en préparation. L'ensemble de ces travaux d'élèves est visible à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux jusqu'au 20 juin. Culture jusqu'au 21 juin, plus que quelques jours. Donc le musée Lambinet à Versailles propose une exposition singulière. Les artistes sont tous atteints de troubles psychiques. Des œuvres se dégagent une force atypique. C'est Sephora Namani. Puissantes, colorées et expressives sont les œuvres des 9 artistes de l'exposition Confluence, présentée au musée Lambinet jusqu'au 21 juin. Souffrant de troubles psychiques, ces artistes nous offrent une vision du monde intense et parfois en rupture avec la société, comme au travers des ciseaux de Virginie Debussy ou de la sorcière de Carène. J'ai exprimé des choses personnelles. La sorcière, par exemple, qui est basée sur un autoportrait. Elle a une place dans la société, en fait, même si elle est un peu mise à mal parfois, par rapport à des préjugés qu'on a par rapport au personnage de la sorcière, justement. La sorcière, c'est un personnage qui peut faire peur parfois. Dessins, peintures, photographies, sculptures et vidéos sont autant de supports travaillés au cours de la résidence artistique précédant l'exposition. Les artistes sont alors guidés dans leur travail, toujours invités à le terminer et bénéficient de conseils de professionnels. Mon travail auprès d'eux, ça a été parfois d'apporter un peu de technique, des petites touches de technique quand ils bloquaient, ou parfois des références artistiques pour leur permettre de rebondir quand ils séchaient un peu sur des idées. Les encourager à finir quand ils avaient des petits moments un peu plus délicats. J'arrivais derrière et je leur apportais un peu l'énergie que parfois ils n'avaient pas la force de trouver eux-mêmes tout seuls. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est leur capacité à créer rapidement et tout de suite. Parce que la plupart, très sincèrement, en une séance, ils créent une œuvre. Et ça, vraiment, je trouve ça remarquable. Cette résidence artistique a été organisée d'octobre à mai sous la forme d'ateliers hebdomadaires qui, en plus d'être source d'inspiration, se sont révélés pour les artistes bien souvent libérateurs. Oui, c'est libérateur dans la mesure où on pense assez peu, donc ça libère. Ça libère de ne pas trop penser. Ouais. Ça permet quand même de canaliser pas mal ses émotions en se concentrant, mais en se concentrant d'une bonne manière, c'est-à-dire sans vraiment qu'il y ait de pensées qui viennent interrompre le travail. Donc c'est quelque chose de très, très efficace. Donner de la visibilité à ces artistes singuliers souffrant de troubles psychiques et leur faire vivre une véritable expérience professionnelle en résidence artistique est tout l'enjeu de l'association Art Convergence qui chaque année organise une nouvelle exposition.
La finale du championnat intercollège d'improvisation théâtrale de Saint-Quentin en Yvelines, c'était en fin de semaine dernière, vendredi, à la Meurise à Trappes, toujours organisée par Déclic Théâtre. La compagnie qui a aujourd'hui permis à la discipline d'être reconnue par les ministères de l'Éducation et de la Culture a décerné son prix 2015 au collège Le Village de Trappes. Devant une salle pleine, les élèves se sont imposés dans la patinoire lors d'une finale disputée face aux jeunes du collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux pour remettre le trophée Benoît Hamon, député de la circonscription. Reportage à découvrir dans notre prochaine édition de demain, mercredi. L'intégralité de la finale qui sera aussi diffusée prochainement sur notre antenne. Le Vélodrome national à Saint-Quentin en Yvelines prépare sa nouvelle saison. L'écrin du cyclisme français est aussi un lieu où se déroulent d'autres manifestations sportives, voire culturelles. Bonsoir Jean-Claude Lelier. Vous êtes le président de Vélopolis, société en charge de l'exploitation. Et bonsoir à Bruce Goldstein. Vous êtes responsable communication et marketing. On va déjà faire le bilan de cette première année, première saison en tout cas, puisque le Vélodrome a ouvert ses portes en janvier 2014. Est-ce que le mot qu'il faut retenir, c'est satisfaction ? De toute façon, oui, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de progrès, beaucoup de... Beaucoup de progrès, justement. Alors, on va tout de suite rentrer sur les difficultés. Qu'est-ce qui a pêché pour cette première année, première saison sur Vélodrome ? Faire reconnaître cet outil magnifique comme un outil culturel, un outil pour des événements, pour des spectacles. C'est pas facile de s'implanter et d'avoir une identité comme une grande salle de spectacle. C'est l'aspect culturel. Mais sur l'aspect sportif, il y a eu des grands rendez-vous pour le cyclisme, le championnat de France, il y a eu les championnats du monde aussi en février. Tout ça s'est bien déroulé. Le complexe, l'enceinte s'est vite remplie en plus. Les places sont vite parties. Du point de vue sportif, il n'y a pas de problème. On a eu l'heure de gloire des championnats du monde, où à la fois le Vélodrome a été reconnu internationalement comme un des plus beaux vélodromes au monde, et puis une pluie de médailles pour les Français. Le Vélodrome qui est reconnu aussi par le bassin, par la population. Les gens peuvent venir faire des baptêmes avec les sportifs de haut niveau aussi. Ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été mises en place pour que les gens s'approprient la structure. Tout à fait. C'est la nouvelle opération lancée par le Vélodrome pour cette nouvelle saison, justement. On permet au grand public de venir pratiquer le cyclisme, encadré également par les athlètes de l'équipe de France. Donc c'est le mariage qu'on met en place avec la Fédération française de cyclisme en faveur du territoire pour les habitants de la localité. Il y a le cyclisme, le BMX aussi, parce qu'il y a une jolie piste de BMX. Là aussi, ça marche bien ? Ça marche bien. Ça marche bien, ça séduit beaucoup les ados. Et là, il faut qu'on fasse aussi des événements pour rendre ça très populaire. Il y a des choses qui sont en réflexion déjà, justement ? Oui, bien sûr. Des organisations sur l'année fin 2015 et 2016. On a des Coupes de France de BMX, on a des championnats de France qui vont être également organisés. Là, actuellement, on avait aussi les enfants des écoles qui viennent avec un assureur, qui viennent faire une découverte du Vélodrome, de la piste BMX. Concernant le sport, dans quelques jours, 4 juillet, championnat de boxe, cette fois-ci, c'est pas du vélo. Vous nous en dites un mot ? Tout à fait. Écoutez, on surfe sur le succès de la précédente édition, donc, qui avait eu lieu au Vélodrome au mois de novembre 2014. Donc on réédite à nouveau l'événement, donc en co-organisation. Et puis on espère connaître le même succès, voire plus, puisqu'on est dans une évolution constante et positive. Donc, voilà. L'aspect sportif qui ne pose pas de soucis. On va revenir à l'aspect culturel et la programmation que vous souhaitez mettre en place, éventuellement les difficultés à lever pour bien installer ce complexe Vélodrome. Vous avez réalisé un clip que vous avez présenté il y a quelques temps. On va juste le découvrir ensemble et puis on se retrouve juste après. Le Vélodrome national à Saint-Quentin en Yvelines, du sport, et ça fonctionne plutôt bien, et également de la culture. Il y a eu des essais, il y a eu un festival l'année dernière, festival autour des cultures urbaines, le festival 24, avec des têtes d'affiche américaines qui ont fait le déplacement, et ça n'a pas forcément bien fonctionné côté fréquentation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu sourire, c'est un euphémisme, ça n'a pas bien marché côté fréquentation, parce que ça a été vraiment difficile. Oui, ça a été difficile, mais il y avait du monde quand même. Le problème, après, c'est l'équilibre financier. Il faut qu'on ait des rentrées suffisantes pour que ces événements s'équilibrent, au moins sur le plan financier. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ce rendez-vous, par exemple, sur ce 24 ?
Sur ce 24, je laisserai Brice peut-être après donner plus de détails, mais encore une fois, c'est à nous aussi, il faut qu'il y ait une reconnaissance de cette salle comme étant une salle pour des grands spectacles, une salle pour des événements culturels. Et ça passe par quoi? Comment faire pour avoir cette reconnaissance? Justement, c'est un petit peu une boucle. Il faut qu'on fasse des grands événements pour que ce soit reconnu et qu'on puisse attirer à ce moment-là suffisamment de monde. Et mais c'est à nous d'amorcer tout cela. Alors on va le faire également parce qu'on a des séminaires pour entreprises et on va inclure dans ces séminaires pour entreprises aussi des propositions pour faire des interventions, des spectacles culturels. Il faut qu'on fasse entrer un petit peu l'idée que c'est également un site et un équipement pour la culture, pour les musiques, pour... Alors sur le 24, qu'est-ce qui n'a pas marché? 24, moi je vais mettre un petit bémol en fait et commencer par un proverbe que Rome ne s'est pas construite en un jour. Alors bon, ça tombe bien, on est à Saint-Quentin, mais c'est plus petit, mais il faut du temps. Donc on doit construire notre image en fait, tout simplement. Vélodrome national ne veut pas dire salle de spectacle, donc il faut prendre le temps aussi de faire connaître la salle en tant que telle. C'est aussi ça qui met du temps forcément et qui, pour une première édition d'un concept novateur qui n'existe nulle part en France et en Europe, on a accueilli 2200 personnes, donc pour une première édition, je pense que c'est plutôt pas mal pour le coup. Si on prend la Fête de l'Humanité et autres festivals, les premières éditions, c'était 600-800 personnes. Aujourd'hui, on est à plusieurs milliers de personnes. Donc, voilà. Sauf que sur un écrin qui accueille jusqu'à 6000 personnes dans les gradins, s'il n'y a que 2000 personnes, ça se voit tout de suite. Alors oui, ça se voit tout de suite. C'est ça aussi. C'est tout à fait. Mais on espère et on compte mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que... Ce sera reconduit d'ailleurs, le festival 24 ? Pas sur le même modèle, justement, parce que pour reprendre les mots de mon président, on doit être attentif à l'équilibre financier. Donc on va plutôt réduire en fait le montage, tout simplement, et puis faire un effet boule de neige au fur et à mesure, pouvoir le développer, et puis voilà, qui sait, dans 5 ans, mettre en place une grande édition. En tout cas, il y aura quelque chose à la rentrée autour toujours des cultures urbaines dans le même style. On est plutôt sur la vision 2016, justement, pour 2016. Prendre le temps justement de faire connaître et d'identifier la salle pour faire venir plus de monde. Est-ce que les artistes aujourd'hui aussi, parce que vous dites qu'il faut faire reconnaître, mais est-ce que les artistes ont du mal à venir aussi, tout simplement? Lorsqu'on leur propose la salle, c'est plus compliqué? Non, les artistes, on peut toujours trouver des artistes qui viennent. Il suffit de payer le prix. Mais après, il faut que l'événement soit quand même équilibré. Vous allez gérer pendant 27 ans ce site. C'est le deal du Vélopolis. Bien sûr, c'est l'objectif. L'objectif, c'est dans 27 ans. Votre échéancier, c'est 27 ans? Oui. Et c'est de le remettre à la communauté urbaine en parfait état dans 27 ans. Avec éventuellement Paris pour les Jeux Olympiques aussi, 2024, bien sûr. Oui. Parce que l'équipement pourrait servir enfin à sa destination première. C'est le seul équipement déjà existant avec le Stade de France pour les Jeux Olympiques de 2024, bien sûr. Et c'est déjà reconnu par... Non, c'est la plus belle pièce de l'équipement olympique déjà en place. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce Vélodrome. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le 7-8 Société, édition spéciale d'1 heure pour évoquer l'appel du 16 juin. Un appel lancé par le président du club de football de Trappes qui entend mobiliser toutes les associations de la ville. Une ville secouée, vous le savez, ces derniers temps par de tragiques événements. Et je vous retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée.